Bonjour à tous. Merci de tout d'abord de votre invitation pour ce colloque. C'est un plaisir d'être là et de pouvoir parler un petit peu aussi de quelque chose qui n'est pas forcément très bien codifié et qui en fait, comme vous avez vu dans le titre, recoupe plein de situations différentes, qui est la prise en charge des patients adultes atteints d'un dystrophisme, en particulier la prise en charge chirurgicale, qui est bien évidemment tout à fait différente de la prise en charge chirurgicale initiale de ces patients dans période néonatale ou la petite enfance. Donc la première chose avant de parler de chirurgie, il faut parler évidemment de suivi et puis de transition. J'ai vu avec plaisir que vous insistiez beaucoup là-dessus parce que c'est vrai qu'on a essayé depuis quelques années, alors sans doute pas de façon parfaite, mais de mettre en place des parcours de transition, en particulier entre trousseaux, puisque j'ai le plaisir de faire notamment avec Timothée les consultations de transition ado-adulte à Trousseau, et puis avec l'hôpital Rothschild et le service de MPR du professeur Robin. Et donc l'objectif, c'est en effet de pouvoir assurer un suivi pour les patients adultes porteurs d'un dystrophisme et puis de faire en sorte que ces patients qui ont eu une prise en charge très complète, multidisciplinaire pendant l'enfance, pendant l'adolescence, ne se retrouvent pas sans ne serait-ce que contact à l'âge adulte. La première chose, en effet, c'est de reprendre un peu le bilan. On va voir ensemble comment on fait. Et puis ensuite, il n'y a pas forcément du point de vue de la neurochirurgie de suivi très régulier à faire. En revanche, vous allez voir que le suivi, notamment MPR et neuro-urologique, il est fondamental. Donc la première chose, ça paraît un peu trivial, mais ça ne l'est pas forcément, c'est de savoir exactement de quel dystrophisme, de quel type de spina bifida on parle. Et puis parfois, il y a des patients qui sont tout à fait au fait de leur pathologie, qui connaissent exactement le nom, qu'on les compte rendus, le compte rendu opératoire, etc. Et puis parfois, ce n'est pas le cas. Et donc c'est la première étape, c'est en effet pour un patient adulte, qui parfois n'a pas forcément eu de suivi ou de transition bien faite, c'est d'essayer de reconstituer un peu l'histoire clinique et puis d'essayer de recouper les dates, les interventions, le nom exactement des pathologies. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est d'essayer de savoir quels sont les professionnels de santé qui s'occupent du patient. Et encore une fois, la neurochirurgie, ce n'est pas forcément le professionnel de santé qui va être au premier plan, puisque vous savez que l'enjeu, il est beaucoup plus sur la prise en charge MPR et neuro-urologique que sur, par exemple, la chirurgie ou l'orthopédie. Donc c'est un peu un suivi à la carte. Je pense que le médecin coordinateur, c'est vraiment le médecin de physique et de réadaptation. La plupart des patients porteurs d'un spina bifida ont une atteinte urologique et donc c'est important qu'il y ait un suivi, une neuro-urologique qui soit assez systématisé. Puis pour le reste, c'est un peu à la carte en fonction des différentes atteintes et comorbidités qui sont associées au spina bifida. Donc assez rapidement, l'évaluation clinique, c'est pas simplement l'évaluation de la moelle épinière, hein. Ça va être tout le reste. L'autonomie, la mobilité, évidemment la partie neurologique, la partie urologique, et puis aussi la partie orthopédique. Et donc c'est tout un ensemble de signes qui font en sorte qu'on peut avoir une évaluation qui va être assez complète. Et puis ensuite seulement, parfois, et vous allez voir en fait dans de très rares cas, on va être amené à prendre des décisions de prise en charge chirurgicale chez des patients adultes, mais c'est jamais d'emblée à la première consultation et c'est jamais lorsque un patient n'a pas eu de bilan de référence, n'a pas de suivi jusque-là. Donc, pour ma part, souvent on demande une IRM médulaire, ce qui est important, et alors je vous le dis, puisque c'est pas toujours le cas, que cette IRM, évidemment, elle doit à la fois prendre l'ensemble de la moelle, mais aussi la partie lombo-sacrée. Souvent, malheureusement, les IRM médulaires, elles sont coupées au niveau du sacrum, et donc je pense que ça a dû vous arriver, on vous demande du coup de refaire l'examen parce qu'on n'a pas toutes les coupes. De la même façon, pour les patients qui ont par exemple une dérivation ventriculo-péritonéale pour une hydrocéphalie, il n'y a pas besoin de faire des scanners cérébraux de façon systématique tous les ans, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en revanche, il faut que le patient ait en sa possession un examen de référence qui pourra servir ensuite pour comparer si jamais il y a une suspicion de dysfonction de valve par exemple. Et donc le plus important, et je profite d'être là pour vous le dire, c'est que vous ayez, vous, en votre possession, une IRM de référence, un scanner de référence, si vous avez une
problématiques, par exemple d'hydrocéphalie, un bilan urodynamique de référence. Et il ne faut pas, entre guillemets, compter sur les médecins pour dire, bon, bah, de toute façon, tous mes examens sont un équerre, et puis vous retrouvez ensuite dans un autre hôpital où ils n'ont pas forcément assez à ces examens-là, et on ne peut pas prendre en charge de façon optimale. Donc voilà, donc c'est vraiment assez important que il n'y a pas besoin de faire, le message, c'est pas besoin de faire des examens tout le temps, tous les ans, pour tout. Il faut qu'il y ait un suivi, évidemment, MPR et en général neuro-urologique annuel. Et puis pour le reste, il faut que vous ayez un bilan de référence qui soit en votre possession et qui puisse ensuite faire le lien lorsque vous voyez un médecin, par exemple, pour la première fois. Et une fois qu'on a donc ce contexte, seulement à ce moment-là, parfois, on peut être amené à prendre en charge ces patients à l'âge adulte sur le plan chirurgical. Mais en réalité, c'est une très petite minorité de patients qui va avoir besoin d'une chirurgie médulaire à l'âge adulte. On a repris avec un interne dans le cadre du DU de pathologie médulaire qu'on anime à Bicêtre les 10 dernières années sur Bicêtre et sur le service MPR de Rothschild. Il y a 14 patients qui ont été porteurs d'un dystrophisme qui ont été opérés à l'âge adulte, donc c'est peu. Et surtout, vous allez voir, en fait, il y a une grande variabilité dans les indications, dans le type de dystrophisme pour lequel ils ont été opérés et dans même les objectifs de l'intervention. Donc le message que j'essaye de vous faire passer ce matin, c'est de vous dire que la plupart des patients qui ont un dystrophisme n'auront pas besoin d'être opérés à l'âge adulte. C'est vraiment très rare qu'il y ait besoin de refaire des opérations à l'âge adulte. Sur le plan, je parle médulaire, c'est autre chose de parler ensuite de, par exemple, la continence, les entérocystoplasties, etc. C'est vraiment un autre domaine. Moi, je parle vraiment de la chirurgie de la moelle et du rachis. Et que ce n'est pas du tout un groupe uniforme de patients. Les indications et le type de spina bifida sous-jacent est très variable. Cette constatation n'est pas propre à notre expérience à Bicêtre. Je vous ai repris ici ce qui est la plus grosse, on va dire, revue de la littérature. Donc c'est un article qui reprend d'autres articles et qui refait un peu l'inventaire de tout ce qui a été publié jusqu'en 2008 à l'époque. Donc sur 450 patients, donc ils ont appelé ça les syndromes de moelle attachée à l'âge adulte. Alors c'est un terme qu'on peut discuter puisqu'en réalité vous allez voir que sur ces 450 patients adultes qui ont été opérés et qui sont porteurs par ailleurs d'un dystrophisme, en fait il y a plein de situations très différentes. Vous voyez d'abord que le type de dystrophisme est très variable. Ça peut être un phylum lipomateux, ça peut être un lipome du cône, ça peut être une lipomyélocèle, ça peut être une diastématomyélie, et ça peut être aussi des patients qui ont été, pour 11% d'entre eux, opérés du myéloméningocèle à la naissance, qui nécessitent parfois, encore une fois rarement, des réinterventions à l'âge adulte. Donc en fait, tout ça, comme vous le savez, des patients qui ont des situations qui sont complètement différentes et qui ont du coup des symptômes qui sont très variables. On a vu dans la vidéo des enfants qui sont capables de courir et de faire du trampoline, et puis d'autres enfants qui sont en fauteuil. Et donc ils ont forcément des problématiques qui sont très différentes. Ça ne veut pas dire les deux peuvent nécessiter des chirurgies, mais souvent pour des raisons et avec des objectifs différents à l'âge adulte. Donc vous voyez qu'ici, la plupart étaient évidemment symptomatiques, en tout cas ceux qui ont été réopérés. Là, vous voyez que la principale motif de réintervention, c'est la douleur. Alors après, il y a encore différents types de douleurs. Il y a des douleurs qui peuvent être des douleurs neuropathiques, et il peut y avoir aussi des douleurs, par exemple, mécaniques, notamment rachiliennes. Alors comme c'est des publications, évidemment, tout le monde est très souvent content. Il faut savoir quand même que dans les publications, les résultats sont souvent un peu plus positifs, on va dire, que la réalité. Et pourtant, vous voyez quand même qu'en réalité, enfin, dans cette publication, par exemple, les patients qui avaient un déficit moteur, qui a conduit à une réintervention, moins de 60% d'entre eux, donc c'est-à-dire que plus de 40% d'entre eux n'étaient pas améliorés en fait par la chirurgie. Donc il faut quand même avoir en tête que lorsqu'on fait des chirurgies pour des patients qui ont un dystrophisme adulte, on a des objectifs qui sont souvent plutôt d'éviter la poursuite d'une aggravation motrice ou sphinctérienne, davantage que d'essayer de réellement améliorer les choses, en tout cas de façon certaine. Puisque vous voyez ici aussi que le risque de complications était quand même pas nul, puisque plus de 10%, donc un patient sur 10, des patients qui ont opéré dans cette méta-analyse, avaient une complication, et en particulier des complications de fuite ou de cicatrices. Comme vous savez, c'est un vrai problème chez les patients porteurs d'un dystrophisme. Désolée, j'ai juste une question sur le résultat.
Oui, pardon. Je disais sur cette slide, si je la lis correctement, j'ai l'impression qu'il y a une grosse amélioration peut-être attendue, en tout cas apparemment obtenue, sur tout ce qui est douleur. Et du coup, ma question, c'est est-ce que c'était pas par rapport vraiment principalement à ça qu'il y a des opérations, des chirurgies qui se font? Est-ce que c'est pas ça la plate principale? Et parce que là, on voit plus de 80%. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment, comme pour toute, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc, en gros, c'est un article qui reprend d'autres articles. Et puis, vous savez que dans les articles, on met pas tout, d'abord. Et puis ensuite, quand c'est un peu le principe du téléphone arabe, c'est une déperdition d'informations au fur et à mesure qu'on on reprend ce qui a été publié et qui est déjà partiel. Donc, en réalité, quand il y a marqué qu'il y a 80% des patients opérés d'un dystrophisme adulte à l'âge adulte qui ont une amélioration de la douleur. C'est ce qui est écrit, c'est vrai, mais pour autant, on ne sait pas ce qu'on considère comme satisfaisant. Est-ce que c'est 10% d'amélioration des douleurs? Est-ce que c'est une disparition des douleurs? De quel type de douleur on parle? De quel type de patient on parle? Parce que par exemple, un patient qui a un phylum lipomateux, c'est vrai qu'on a un peu du mal à penser qu'on puisse faire une section du phylum et améliorer des douleurs, par exemple, neuropathiques. Et inversement, des patients qui ont des douleurs neuropathiques anciennes, savoir, et c'est ce dont on va parler là, savoir ce qui est de l'évolution de la maladie, enfin, de l'atteinte médulaire, qui est en fait un peu, on pourrait imaginer une sorte de vieillissement médulaire, ou ce qui est secondaire d'un phénomène qu'on peut traiter, par exemple une réattache, de la fibrose autour de la moelle, c'est très difficile. Et je pense que, en tout cas, moi je suis toujours, mais je pense que mes collègues Pierre aussi, très prudents sur l'idée qu'on va améliorer, par exemple, des douleurs neuropathiques après une chirurgie de libération médulaire. Euh, Quand on regarde un article comme ça, on a l'impression que ça marche très bien. En réalité, je pense que c'est beaucoup plus réservé que ça. Et on sait que les patients qui ont des douleurs neuropathiques, même pour des causes on va dire plus simples que des problèmes de dystrophisme, on a souvent du mal à les soulager complètement. Donc je pense que les informations qui sont là, elles sont assez incomplètes. Donc je vais juste vous montrer rapidement trois petits exemples pour vous expliquer un petit peu, vous donner un aperçu de la variété des situations, puis ensuite on conclura. Donc je vous ai sélectionné trois types de situations. Premier exemple, un dystrophisme chez un patient qui n'a pas été opéré. Donc c'est un homme de 35 ans qui a en fait un déficit moteur qui est progressif et qui est apparu adulte. Vous voyez ici que ce patient il a ce qu'on appelle un lipome du cône postéro-latéral. Il n'y a pas de myélopathie sous-jacente. Son lipome il n'a pas bougé. C'est ça qui est aussi difficile. C'est-à-dire que les patients, il n'y a pas de raison qu'un lipome du cône grossisse à l'âge adulte. Pourtant, le patient peut avoir des symptômes qui apparaissent alors qu'il n'y a pas de modification de l'image. Donc ça c'est une première notion. Comme il y avait un déficit moteur qui était progressif, qu'il n'y avait pas d'autres éléments qui pouvaient expliquer ce déficit que ce lipome du cône, on l'a opéré. On a pu retirer une bonne partie du lipome et libérer la moelle épinière. Et puis le patient a présenté au début une bonne amélioration de sa motricité du pied. Puis ensuite, après 6 mois, une réaggravation secondaire. Sans qu'on ait très bien compris si parce qu'il y avait eu de la fibrose qui s'était déposée autour de la moelle et qui était responsable d'une adhérence. Donc c'est pour vous dire que la situation n'est pas toujours blanc ou noir. Deuxième type de situation, les syndromes dits de réattache. Donc cette fois-ci, c'est pas des patients qui ont été, c'est un patient qui a été opéré, une patiente qui a été opérée à la naissance d'une myéloméningocèle. Donc c'est pas la même situation que précédemment, et pourtant ça rentre un peu dans le cadre des dystrophismes entre guillemets opérés à l'âge adulte. Une aggravation secondaire sur le plan de la motricité, sur le plan sphinctérien à l'âge adulte. Là ici vous voyez en fait cet aspect donc un peu cicatriciel comme attendu pour une myéloméningocèle, et puis un contact, mais en fait il y a toujours sur l'imagerie des patients qui ont été opérés à la naissance de myéloméningocèle une attache médulaire. La moelle elle n'est jamais complètement libre, et elle est jamais, comme elle est jamais d'ailleurs reformée entre guillemets. Donc c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est une situation normale à distance d'un dystrophisme opéré et ce qui est potentiellement une réattache. Et donc on a jugé chez cette patiente qu'en fait il y avait un risque notamment cicatriciel et liquidien qui disait que la balance entre les bénéfices attendus et les risques notamment de ne pas pouvoir bien refermer et d'avoir des problèmes derrière de cicatrisation était trop important pour l'opérer. Donc pour l'instant on la surveille. Et un dernier exemple clinique, une jeune patiente de 32 ans qui avait été opérée d'un lipome
à l'âge de 11 mois, qui en fait a développé secondairement, pareil, des difficultés à la marche, au point où alors qu'elle marchait de façon complètement autonome, elle marchait avec des béquilles, puis ensuite en fauteuil. Et vous voyez ici le problème, cette fois-ci, c'est pas un problème de moelle, c'est un problème de rachis, de vertèbres qui bougent l'une par rapport à l'autre. Ça s'appelle un spondylolisthésis, du fait d'une probablement d'origine iatrogène, du fait de la première chirurgie, du fait que la vertèbre la partie des vertèbres qui maintiennent les vertèbres ensemble avait été coupée au cours de la chirurgie dans l'enfance, et donc les vertèbres, avec aussi l'arthrose, et c'est aussi un phénomène à prendre en compte, a tout doucement glissé puis comprimé la moelle épinière en arrière. Et donc en fait l'objectif de la chirurgie, c'est une chirurgie pour la moelle, mais qui s'adresse aux vertèbres. Et donc on va réaligner les vertèbres et puis les bloquer ensemble pour éviter que la moelle soit comprimée, et la patiente s'est bien améliorée après. Donc tout ça pour conclure que la première chose, c'est qu'avant de parler de chirurgie, il faut parler évidemment de suivi, de transition. Il faut avoir des bilans qui sont bien faits pour pouvoir objectiver, c'est-à-dire mettre des chiffres sur les symptômes, notamment sphinctériens par exemple, ou moteurs. Qu'il y a des entités qui sont très sujets à discussion, comme le syndrome, on dit, de réattache médulaire, parce que la moelle finalement elle n'est pas détachée puis réattachée, en fait elle est toujours attachée, simplement les symptômes, donc c'est un syndrome clinique, progressent. Qu'est-ce qui est, on va dire, du vieillissement normal, hein, un genou à 60 ans, il marche moins bien qu'à 20 ans. Et la moelle épinière, et chez les patients qui ont en plus par exemple des troubles de la sciatique, on sait qui utilisent par exemple certaines articulations plus que d'autres, il y a une usure. Et enfin, quel est l'objectif? Et il faut savoir que l'objectif il est toujours individuel, et il dépend de chaque patient. Tous les patients n'ont pas le même objectif. Et donc pour prendre en charge correctement ces dysgraphismes à l'âge adulte, j'insiste, mais comme vous le savez mieux que moi, sur l'importance de la pluridisciplinarité, l'importance de la transition entre des équipes enfants, des équipes adultes. Et puis je suis heureux d'apprendre du coup qu'il y a des guidelines qui sont en cours de rédaction au niveau européen pour ces suivis de dysgraphisme à l'âge adulte, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque et dont on a besoin pour essayer même si on doit prendre en compte la dimension individuelle de chaque patient, d'avoir au moins une base commune, consensuelle, de suivi pour vous. Voilà, et enfin, sachez qu'on discute aussi entre nous pour chaque cas. On a eu encore hier une réunion de concertation pluridisciplinaire avec des pédiatres et des adultes pour prendre en charge de la meilleure façon possible ces patients. Je vous remercie. Alors, merci